Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, déjà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en ce moment je suis très occupé sur un projet de trading algorithmique qui me prend beaucoup de temps. Mais je vais essayer maintenant que les choses roulent un peu plus. Mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier et plus fréquent de vidéos. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un problème, sûrement le problème majoritaire en trading. Tout le monde y fait face, qu'on soit trader algorithmique ou manuel, à discrétionnaire, et personne en parle. Très peu de personnes en parlent, enfin c'est pas très mainstream, hein, on va pas le voir dans les formations trading débutant. Donc, ce problème, c'est l'overfitting. Qu'est-ce que c'est ? Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait quand on est trader, le trader classique, retail, qui s'intéresse à la finance par internet ou dans des livres, ce qu'on voit principalement sur YouTube. Bon, on a des gens qui arrivent sur un graphique comme ça et qui vont se dire avec telle ou telle théorie, SMC, ICT, analyse technique, tout ça, vont regarder le graphe et backtest à la main. Donc tester, disons qu'ils vont par exemple mettre classique avec des indicateurs, peut-être ils vont mettre 2 EMA, voilà, et se dire, peut-être qu'ils vont mettre un RSI par exemple, et se dire, oh, quand on regarde dans le passé, on voit très bien qu'ici, le RSI a dépassé le seuil des 70, juste après on a dump. Oh là, ça le refait encore. Oh, ici, encore, etc., etc. Et se dire comme ça, putain, c'est une bonne idée. Je vais short dès que le RSI passe le pic des 70. Et là, comme ça paraît une superbe idée. On se dit, ça a l'air pas mal, quoi. Là, ça dépasse, puis ça dump encore, bien comme il faut. Ou même l'inverse. Et donc, on va faire le backtest comme ça, manuellement, avec des indicateurs ou je ne sais autre quelle méthode graphique, en se disant bah super, là ça a l'air de marcher. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, hein, donc ça se voit. Hein. Donc il y a la technique classique de backtest à la main, de regarder ce qu'a fait le prix passer graphiquement et de trouver une stratégie qui a l'air de bien fonctionner. On voit beaucoup ça sur YouTube. Forcément, bon, très bof, même avec des indicateurs ou quoi. Maintenant, on va tester un truc en Python sur le graphique d'Apple. On va utiliser un algorithme qui s'appelle un arbre de décision. Donc un arbre de décision, c'est tout simple. On a divers features qui peuvent être le prix, enfin surtout pas, n'utilisez jamais le prix, mais bref, pour l'exemple, on va dire que c'est bien. Le prix, les log return, etc. Et c'est un arbre qui va avoir différentes branches. Chaque branche ont des nœuds. Chaque nœud, c'est une condition. Si cette condition est validée, on part vers une nouvelle branche. Si elle n'est pas validée, on part aussi vers une nouvelle branche. Et ça nous permet comme ça de faire des classifications ou des régressions. Imaginez que vous cherchez à savoir si le prix va monter ou le prix va descendre. Bah, votre arbre, ça va être par exemple, le prix monte. Alors non, ça va partir du premier, du premier nœud. Hop, si le RSI est plus grand que 30. Bam, ça part sur une branche et ensuite sur une autre. Si ensuite le RSI est plus grand que 50, mais aussi qu'il est plus petit que 30, etc. Et ça va faire des règles comme ça. Si c'est le cas, on classifie des fois comme tel, et on classifie peut-être comme étant haussier, et si c'est pas le cas, on classifie peut-être comme étant baissier. En gros, l'idée, c'est de faire une espèce de chaîne de conditions qui classifie si oui ou non ça va monter ou ça va descendre. Et si c'est un problème de régression, bah, ça va essayer de deviner quelle est la juste valeur ici du prix, par exemple, du prix futur. Même si, encore une fois, ne faites jamais ça, ne régressez pas sur le prix, c'est non stationnaire. Mais souvent, c'est plus facile quand on débute. Parce que le prix, c'est ce qu'on regarde, on regarde pas les log return. Mais les log return, c'est très important. C'est surtout ça qu'il faut chercher à... Si on essaie de prédire quelque chose, c'est surtout avec ça qu'on va travailler. Parce que ça supprime la tendance exponentielle. Et ça, en plus, ça stationnarise la série temporelle. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va utiliser scikit-learn. Et l'implémentation des arbres de décision. Dans scikit-learn, donc, j'importe tree. On va utiliser une régression. Et donc, on va chercher
en prenant, je me suis pas embêté. C'est justement pour vous montrer que même avec des arbres de décision, on peut mettre n'importe quoi dedans. C'est tellement puissant comme algo que on aura des bons résultats sur le jeu d'entraînement. Donc je mets du open, du high, du close, du adjusted close, du volume, du log return, et j'essaie de prédire mes rendements futurs sur la période d'après. J'utilise max depth pour que mon modèle soit super puissant, qu'il ait énormément de conditions. Voilà, il est hyper profond, on a un arbre super grand avec plein de séries de conditions, de nœuds qui se séparent en différentes conditions. De toute façon, on pourra le visualiser après. Et un max lift node, pareil à 1000. Ensuite, on fit notre modèle et on assigne une nouvelle colonne à data frame data qui prendra les valeurs de nos prédictions. On peut voir directement, voilà, on peut voir notre arbre sur les premières branches. Donc voilà à quoi ressemble notre modèle, hein, c'est simple, hein, c'est une série de conditions, si oui ou si elles sont respectées, on prédit une certaine valeur, si elles ne sont pas respectées, on en prédit une autre, etc. Ou alors on va vers une autre branche qui séparera encore d'autres conditions, etc. Jusqu'à ce que on ait un arbre qui prédit à peu près plus ou moins bien en fait nos rendements futurs. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Hein. Ça, c'est un peu comme si un humain pourrait nous dire, tiens, prendrait certains inputs, et en fonction de ces inputs, que ce soit un indicateur technique, un prix, etc., et mettez certaines conditions, si le prix est à un certain niveau, si le RSI est à un certain niveau, je pense que la variation future du prix sera d'une certaine amplitude. Voilà comment marche un arbre de décision, c'est des conditions si et sinon, en série, qui permettent de classifier ou de régresser dans un certain type de problème, hein, n'importe lequel, que ce soit en finance ou bien d'autres. Hein. Et donc voilà à quoi ressemblait notre arbre. Maintenant, on va voir les prédictions. On voit que c'est plutôt pas mal. Là, on a nos prédictions face à nos forward return. Forward return, nos rendements à la période suivante, au moment où on fait notre prédiction. Donc on voit en bleu notre prédiction, et en orange, on a les rendements après cette prédiction. À quel point notre prédiction a été juste. Et on voit que c'est super. On a quelque chose qui marche super bien là. Avec des conditions si et else, hein, en fonction du prix, etc., donne des super résultats. On voit que ça fit parfaitement, hein, presque parfaitement. Des fois, il y a des petits problèmes. On voit que c'est pas exactement pareil à certains endroits, là, par exemple, ou ici. Mais c'est plutôt très très correct. Hein. On arrive à quelque chose qui prédit vraiment bien nos variations futures. Bon. On va voir ce que ça donne, du coup. On va faire un backtest, on va voir. On va mettre des signaux longs et des signaux short en fonction de cette prédiction. Et on va zoomer. Bon. Sans surprise, hein, on voit que c'est super intéressant. Hein. On voit que là, si on achète ici, on revend là. Hop, on prend la chute. On rachète, on revend, on prend quasiment chaque move. C'est parfait là. Si on voit le backtest, il est quasi parfait. C'est-à-dire qu'on serait super rentable. Hein. On ferait des pourcentages de zinzin et on aurait résolu le marché. On arrive à prendre quasiment la totalité des moves avec notre modèle. Donc c'est parfait. C'est vraiment génial. Et c'est ce un humain ferait de lui-même en regardant des graphiques. À force de les regarder, à force de le regarder, de chercher une stratégie qui a marché par le passé, c'est exactement ce qu'il fait. Il se dit si mon RSI serait comme ça, si mes moyennes mobiles seraient comme ça, et arrive à plutôt une stratégie qui va bien fonctionner sur les données passées. Hein, aussi bien que là, en automatique, et grâce à la puissance de notre ordinateur, qui a trouvé, bon, bien sûr du problème hein, derrière du modèle d'arbre de décision. Je ferai une vidéo de la théorie, sûrement plus tard. Donc il y a toute la théorie de comment trouver notre arbre de décision qui minimise forcément les erreurs du modèle. Mais donc ici on a notre arbre présumé optimisé, hein, et on voit que il est très bon. Mais le problème c'est quoi? C'est que si on sépare notre jeu de données en deux, un jeu pour représenter plus ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire entraîner un modèle sur des données passées et ensuite faire des prédictions sur les données futures, parce que
Nous, notre modèle va faire des prédictions sur les données qui arrivent. Il ne les a jamais vues. Et quand on fait du trading, les futures données, on ne les voit pas non plus. Donc on fait on utilise notre stratégie, qu'on a développée manuellement ou pas, sur des données qui arrivent dans le futur, qu'on n'a jamais vues, que notre stratégie n'a jamais vues. Et donc si on fait ça, donc on sépare notre jeu en deux. Hein. Ici on va prendre un jeu de test de 500. Et on va faire le test. On va replot nos prédictions. Et on voit que là, sur les 500 dernières données, c'est pas du tout ça. Hein. On voit que là, d'un coup, là, les prédictions arrêtent d'être bonnes. Hein. On voit que ici, elles sont toujours aussi bonnes. Hein. On prend quasiment tous les pics. Hein, c'est vraiment bon. Et au bout d'un moment, bah, on voit qu'il y a un gros problème. Et ça reste très 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 mauvais. C'est encore plus flagrant sur le jeu, sur le backtest. Vous voyez que là, c'est la période où on a entraîné le modèle, où il est très fort pour prédire les prochains mouvements de prix. Et là, sur la période de test, donc sur les nouvelles données qui arrivent, on voit que même à la fin, il bug. Bah oui, c'est normal, on utilise un prix qu'il n'a jamais vu. Hein. Donc forcément, il comprend plus. Et oui. C'est pour ça qu'il faut jamais utiliser le prix comme features. Et même comme valeur à prédire. Parce que ça marchera vraiment pas. C'est non stationnaire, en général, la quasi-totalité des modèles ne peuvent pas... Enfin, ça dépend. Mais bon, oui, la plupart du temps, vaut mieux pas. En tout cas, si son but, c'est de prédire quelque chose avec un modèle de machine learning. Prédire les prix, en général, ça commence mal. Il faut prédire... C'est plus les log return qu'il faut essayer de prédire. Si notre intention, c'est de prédire les prix, en général, on se trompe. Donc vous revoyez, hein, ici on aurait vendu, bam, on se serait... Bon, ça va, on serait retourné BE. Ici on achète, profit, on vend. Bon, et donc voilà, hein, on voit clairement de toute façon que, bah, pour résumer, hein, on peut très bien avoir un modèle qui est ultra performant, une stratégie ou quoi, qui est très très performante sur le jeu de données sur lequel on l'a testé, on l'a développé, etc. Et qui, bah, juste après, devient complètement nul à chier. Donc c'est justement ce problème d'overfitting auquel on fait face en trading, qui est un des problèmes principaux. Et donc pour pallier à ça, hein, ça va être compliqué en discrétionnaire. C'est un peu différent, mais on peut toujours, pour tous ceux qui tradent en discrétionnaire, on peut toujours déjà en avoir conscience et ensuite s'inspirer des techniques pour pallier à ça, qui sont designé plus pour du trading algorithmique de base, mais bon, on peut toujours s'en inspirer. Ce qu'on va voir, hein, on va voir quelles techniques il faut utiliser, enfin quelles sont certaines des techniques principales, les plus basiques, hein, mais déjà, enfin, qui sont assez performantes pour pallier à l'overfitting, pour essayer de pallier à ça. Déjà, on a la technique qu'on vient de voir, hein. Au tout début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre arbre de décision juste là, on l'a entraîné sur tout notre jeu de données, et puis ensuite on a fait nos prédictions sur le même jeu de données, on les a analysées. On voit que les performances sont absolument exceptionnelles. Hein. Si on affiche les résultats, bah, on voit, comme je l'ai vu tout à l'heure, ça fait des prédictions quasi parfaites. On est super fort, nos trades sont absolument parfaits. Et donc pour pallier à ça, le truc ça va être de séparer notre jeu de données en deux, un jeu de test, un jeu d'entraînement. On entraîne le modèle ou on développe la stratégie sur le jeu d'entraînement et ensuite on teste sur le jeu de données, à la fin le jeu de test. Le jeu d'entraînement souvent a une taille bien plus importante que le jeu de test, par exemple 80% pour le jeu d'entraînement et 20% de taille du dataset total pour le jeu de test. Et donc déjà là, ça nous permet de nous rendre vraiment compte de la performance du modèle. Hein. Si on le réajuste, bah on voit que là par exemple, vous voyez, cumulative forward return, on voit que sur le jeu d'entraînement, si on utilise, donc pour vous expliquer un peu le code ici, ce qu'on fait, c'est que on prend nos forward return, on long, donc si on long, c'est-à-dire qu'on est exposé au forward return positif, donc si le signal est positif, donc plus grand que 0,
c'est 1, on multiplie par 1, forward return, on long, et si le signal est négatif, moins 1, parce qu'on short, donc on est exposé à l'opposé du forward return, donc on multiplie le forward return par moins 1. Et c'est du coup les returns auxquels on va être exposé de notre stratégie si on trade en gros long si le signal est, si il n'y a pas de frais, etc. Si on long quand le signal est plus grand que 0, et on short quand le signal est plus petit que 0. On voit que sur la période d'entraînement, c'est absolument aberrant. On n'a jamais vu un investisseur aussi bon de toute l'histoire. Et dès qu'on passe sur le jeu de test, eh bien là c'est beaucoup plus réaliste. Et on voit que ça devient random, quoi. Il faudrait faire les tests, mais c'est probablement random. Très probablement. D'ailleurs, on voit que il me semble qu'on est limite en gain. Si je teste là. Tac, que je fais... Test size. Voilà, si je fais test size, on voit que c'est random. Mais on gagne de l'argent. C'est très important ici de noter. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas BE, on a gagné de l'argent, mais c'est probablement random. Donc on a quand même gagné de l'argent, mais c'est sans doute dû à la chance. Et donc du coup, voilà, une manière de faire. On sépare notre jeu en train et en test set, et on regarde les résultats sur le test set. Le problème de cette technique, c'est quoi? C'est que si on répète plusieurs fois l'opération jusqu'à avoir des paramètres optimaux qui maximisent la performance sur le test set, au final, on a inclus un billet ici, un billet de confirmation, et un billet surtout lookout bias. On a regardé ce qu'il y avait dans le futur, donc sur le test set, et on a répété une opération pour optimiser les résultats sur ce test set, alors que ce test set est censé simuler le fait qu'en trading, on entraîne un modèle sur une période passée, et ensuite on trade avec ce modèle sur une période future. C'est-à-dire que ce test set est censé être la période future qu'on ne voit pas. Donc si on se met à répéter des résultats et optimiser notre modèle jusqu'à ce que ça maximise les performances sur le test set, il y a un biais qui est inclus là. C'est pour ça qu'il y a une autre technique, c'est de séparer, non pas en 2 jeux de données, mais en 3. Jeu d'entraînement, jeu de validation, jeu de test. On a le jeu d'entraînement qui est comme toujours le plus grand pour entraîner le modèle ou développer la stratégie, ou les deux. Et ensuite, le validation set qui lui va être pour l'optimisation, l'hyperparamétrage des modèles, etc. Et ensuite, en tout dernier, et seulement une seule fois, on regarde la performance sur le test set. Si la performance est toujours statistiquement significative sur le test set, sur le test set, et qu'on l'a bien fait qu'une seule fois, pour pas biaiser, eh bien sans doute que la performance et le modèle et la stratégie est vraiment efficace. Ici, c'est la technique du test set, on sépare en 2, test size 500, on fait un jeu de test de taille 500, le reste, ça sera notre train, on fit, etc. On prédit, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et ici, une version plus complexe. Le début commence pareil. On va utiliser train test split, c'est une autre manière de... C'est plus simple, c'est directement inclus dans scikit-learn, c'est exactement ce qu'on fait là, mais... c'est une fonction qu'il implémente et on peut ça permet de mélanger nos valeurs. Donc si on met random state 42, on va complètement mélanger nos valeurs. Donc là il est activé. Si je veux le désactiver, il faut mettre shuffle égale false et supprimer le random state. Voilà. Et en général, moi je préfère mettre shuffle égale false, parce qu'en finance, il y a quand même cette notion de série temporelle et d'ordre des choses, donc bon, c'est à voir, mais je préfère mettre shuffle égale false pour garder cette espèce d'ordre chronologique dans les données. Une fois qu'on a fait ça, on liste nos différents paramètres, voilà, qu'on veut tester, donc la longueur de notre arbre, la profondeur de notre arbre. Une fois qu'on a fait ça, on initialise tout ça, notre boucle, tout ça, et on va itérer pour chaque paramètre, chaque combinaison de paramètres, ici dans 2 boucles for. Et même logique que tout à l'heure,
On définit le modèle avec les paramètres, on fit le modèle. Là, jeu de validation hein, qu'on a pris ici. C'est-à-dire qu'on a repris par-dessus le train set, on a séparé en test train, et le train set, on a encore séparé une partie du train set qui va servir à valider et notre modèle. Donc du coup, on regarde les résultats sur le validation set, et ensuite, si notre val score, donc le score est le meilleur, hein, parmi tout ce qu'on a déjà testé, bam, on initialise notre nouveau meilleur modèle ici. Et donc, on fait ce processus-là, et donc à la fin de cette boucle, on a notre meilleur modèle, et on peut le tester, hein, ici, donc en prédisant les valeurs sur le test set, donc le dernier, une seule fois. On regarde le R carré, le MSE, Mean Square Error. Donc vous voyez, c'est très minable. Hein. Déjà sur le validation set, c'est tout pourri. Et en même temps, c'est normal. C'est pour vous montrer aussi que si on met n'importe quoi dans un modèle, il ne pourra jamais nous sortir de bons résultats. Hein. Mettre Open Halo Clause, Adjusted Clause, Volume, Log Return pour prédire les prochains Log Return, ça fait pas de sens. Mais du coup, oui, c'est pour vous montrer que on peut très bien quand même avoir de très bons résultats sur le train set. Mais forcément, hein, on n'a jamais de la vie, on aura des bons résultats sur les jeux de validation et les jeux de test, qui représentent une simulation en gros de ce qu'on pourrait avoir en réel. Voilà, ça évite de se tromper, de perdre de l'argent. Et donc vous voyez que c'est nul partout. Hein. Même le meilleur modèle, ici, a un R carré de moins 0.07. Une mean square error de quasiment à 0. 0 point, mais ça c'est normal, hein, c'est parce que la valeur de nos log returns sont très proches de 0. Donc forcément la mean square error va être aussi très proche de 0. Donc c'est pas vraiment intéressant de la regarder là. Ce qui est plus intéressant, c'est le R carré, qui lui est négatif, alors que logiquement, quand un modèle est non biaisé et fournit des prédictions plus ou moins justes, il doit être compris entre 0 et 1, sachant que 0 c'est nul, 1 c'est très bon, c'est excellent, c'est parfait. S'il est en dessous de 0, c'est qu'il y a un gros problème dans les prédictions. Voilà un exemple d'échantillon. En fait, le meilleur modèle nous donne une constante. Donc bon, on voit déjà qu'il y a un gros souci. Et vous voyez, hein, quelque chose qui paraissait parfait au départ a un gros souci quand on fait correctement les choses. C'est pour ça que, voilà, comme je dis, hein, faire attention. Hein, essayer de, quand on backteste une stratégie ou quand on déploie un modèle, enfin qu'on entraîne un modèle, qu'on développe quelque chose, toujours faire au moins une séparation, développement sur un train set, test sur un test set. Ou développement sur train set, optimisation sur validation set, et ensuite test en tout dernier et une seule fois sur le test set. Si ça marche pas, on arrête. Parce que sinon, on entraîne un billet. Forcément, si on refait encore cette étape à l'infini, qu'on regarde sur le test set et qu'on refait ce processus jusqu'à avoir les meilleurs résultats sur le test set, on biaise encore les résultats. Donc le test set, c'est qu'une seule fois à la fin. Si les résultats sont bons, c'est très bien. S'ils sont pas bons, on arrête parce que, voilà, comme j'ai déjà expliqué. Dernière petite méthode, le cross-validation. Donc là, je vais vous présenter 4 méthodes. La plus connue, souvent très utilisée, K-fold cross-validation. En fait, c'est même logique que la séparation en plusieurs jeux de données. On a notre dataset ici. Donc la méthode classique, comme j'ai dit, c'est on sépare un jeu d'entraînement où on développe la stratégie, on entraîne les modèles, etc. Et ensuite, un test set où on va tester tout ça, une fois qu'ils ont été développés. Sauf qu'ici, on répète le processus plusieurs fois. Et donc on va sélectionner une partie de notre jeu de données, une partie de notre jeu de données qui va servir de training set, une partie de notre jeu de données qui va servir de test set. On fait ce processus-là, on mesure le score sur le test set. Et ensuite, on répète l'opération une deuxième fois. On choisit un échantillon différent pour le train set et un échantillon différent pour le test set. Donc maintenant, au lieu que notre test soit sur le petit jeu 1 ici, il sera sur le jeu de données 2. Voilà. Ensuite sur le 3, le 4, le 5. Et le reste des données servira d'entraînement. En gros, on fait ce processus-là, mais plusieurs fois, et en fait, sur différentes parties de nos données. Voilà, vous voyez. Ici, c'est séparation training set, test set. Et bien ici, on le fait plusieurs fois d'affilée. On mesure
à chaque fois la performance. À la fin, on fait la moyenne. Et on regarde si on prend le modèle qui a la meilleure moyenne. Et on peut très bien aussi le faire en rajoutant un validation set ici. Ici, c'est juste training test. Mais on peut aussi faire la même logique ici en faisant training val test. Stratified k-fold. Il se peut, là c'est dans le cas où on fait de la classification. On a plusieurs classes, mais la répartition des classes, la distribution des classes n'est pas la même pour chaque classe. Il se peut qu'on ait une classe qui a beaucoup moins d'occurrences qu'une autre. Ici on voit que celle en bleu en a beaucoup moins que celle en jaune, beige, et celle en beige en a beaucoup moins que celle en marron. Et donc du coup, on va dans nos test sets, on va équitablement répartir les jeux de données pour qu'ils aient en fait la même proportion en fait représentative que dans la même proportion de classes dans les sous-jeux de données, dans les sous-échantillons, que dans l'échantillon primaire. Vous voyez que là, on a testing set qui a la même proportion de marron, même proportion de beige et même proportion de bleu que dans le jeu de données total. Ce qui permet de garder la nature propre du jeu de données de base. Et ensuite, le plus intéressant surtout en finance, c'est le time series split. Enfin, le plus intéressant, le k-fold est pas mal. Hein. K-fold, test set train val, classique, et celui-là, time series split. Où là, on suit l'ordre chronologique de nos data. Nos data ont un ordre chronologique, on voit ici. Et on va d'abord donc... Soit là, c'est avec on peut très bien utiliser validation, mais on peut aussi juste training test set, hein, comme précédemment. C'est quel niveau d'overfitting on s'attend avec notre modèle. Voilà, plus on s'attend à avoir de l'overfitting, plus on va être méticuleux sur les techniques et vraiment rigoureux sur les techniques qu'on va utiliser pour éviter l'overfitting. Et moins le modèle aura tendance à overfitter, bah... Là, plus on pourra... Il faut quand même utiliser des techniques, hein, mais moins on va aller loin dans les tests pour faire gaffe à l'overfitting. Une régression linéaire ne va pas overfitter autant qu'un arbre de décision, par exemple. Donc voilà, la logique du time series split, hein, c'est de séparer notre jeu de données à chaque fois, de faire plusieurs splits. Donc pareil, toujours la même chose, training, validation, test ou training, test. Training, ça va être une certaine période, de 2011 à 2010 ici. Validation 2012, test 2013. On pourrait très bien aussi avoir training 2010, 2011, 2012, et puis test 2013. Ensuite, le deuxième, donc toujours la même logique, hein, on traîne sur partie training, on valide, donc on optimise sur validation, et ensuite, on teste en 2013. On teste le modèle 2013. Ou alors on entraîne et on teste directement, on regarde les résultats en 2013. Ici, pareil, donc une fois qu'on a fini ce split-là, on passe au deuxième. Là, on rajoute l'année 2012, et même logique pour 2013-2014. Comme précédemment, on sépare notre jeu de données en test set, train set. On regarde tous les paramètres qu'on veut tester pour notre modèle. On met un nombre d'échantillons ici, le nombre de folds qu'on veut ici, nous, 10, pas 5. On met shuffle égale false, on veut pas mélanger, on veut garder l'ordre dans nos données. Ensuite, on initialise un best model none parce qu'il n'y en a pas au début. Hein, forcément, le best score, vu qu'on veut maximiser, eh bien, le best score, le premier, sera à moins l'infini, etc., etc. Best param, ce sera un dict, hein, comme tout à l'heure. On itère dans chacun de nos paramètres. On initialise une liste qui sera nos scores de notre fold. Hein, parce qu'à chaque fois, comme j'ai dit, bam, on train, on teste, on append à notre liste le résultat. On teste sur tous nos folds en vert là, hop, on train sur tous nos folds en vert et on teste sur notre fold en bleu là, et on append le score à la liste, etc., etc., jusqu'à avoir tout fini. Donc là, on itère sur chacun de
nos splits. Donc on regarde les splits de training, les splits de testing, ou bah, ici val, parce que on évalue, en fait, à la toute fin, on va tester le score. Donc ici, on met validation, comme tout à l'heure, pour garder la logique, la même qu'on avait eue ici, mais avec grosse validation keyfold. Donc, on initialise le modèle avec les paramètres ici. On l'entraîne. Et ici, on prédicte sur le fold en bleu. On regarde le R carré. On l'ajoute à notre liste. Et à la toute fin de notre boucle, une fois qu'on a fait tout, on a tous les scores pour chaque test fold, ou bah, ici fold val de validation. On ajoute le score. Si ce score est le meilleur qu'on a jamais eu, bam, on a notre nouveau meilleur modèle, etc. Donc comme tout à l'heure, hein. Sauf qu'ici on utilise keyfold au lieu du juste simple train validation test set. Et donc à la toute fin, pareil, on print notre best param, notre meilleur score en R carré. Le R carré ici, c'est la moyenne de nos testing sur les keyfold. Sur les validations set, donc ici, là, à l'intérieur de notre boucle, bah, c'est la moyenne de tous les scores qu'on a ajoutés à la liste ici. Et ensuite, le R carré qu'on a là, voilà, meilleur score R carré, ça c'est le validation, et le R carré qu'on a là, c'est le test, celui-là qu'on a sur le test set. Et on voit qu'il est bien moins élevé que celui de validation, qui était déjà pourri, hein, donc on n'aurait pas pu se tromper, hein. On voit un R carré pareil sur les validations, bon, il est minable. Là, il est encore pire sur le test set. Bon, et puis on voit que là, bon, il est tout le temps positif, c'est très, très étrange. Si on teste le modèle, ici qu'on visualise un peu la chose, quel est le modèle qu'on a? Bon, voilà, hein. On voit que c'est vraiment pas terrible. On sait pas trop ce qu'il nous fait là. Il est très 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 mauvais, c'est assez étrange, mais c'est normal, hein, si on lui donne n'importe quoi, il peut pas nous donner des bonnes prédictions. Bah on voit ici, hein. Voilà, il nous a fait vraiment n'importe quoi. C'est plus du tout aussi bien. Si je regarde le cumulative return base, bon bah voilà, ça monte, hein, mais bon, ça pourrait très bien être dû à la chance, hein, sachant que Apple aussi a bien monté, a bien été unidirectionnel. Bon. Donc bon, tous nos longs ici ont plus de chances d'être justes, forcément. Bon, nos shorts ont moins de chances d'être justes aussi, donc ça se compense. Mais bon, si la moyenne du score est positif, forcément... voilà, bon bref. Le modèle a pas l'air d'être bon. Faudrait faire des tests après sur le backtest, par exemple, hein, sur le testing. Regardez si le backtest a des résultats statistiquement significatifs. Mais bon, là... je pense que par expérience, il n'y a pas besoin de, vu la gueule des prédictions, vu ce qu'on lui donne comme features, vu les scores qu'on a, et vu le court petit backtest que j'ai montré ici avec les cumulative return, bon, on peut sans doute se dire que le modèle est random. Donc, ce qui est fou, c'est quand même qu'au début, on avait un modèle parfait. Si je relance là, on avait, au début, hein, je vous souvenez, on avait un modèle parfait. Et au final, quand on applique des méthodes pour vraiment vérifier si ce modèle donne des bons résultats hors training set, out of sample, on voit que c'est pas du tout le cas. On voit que la stratégie et le modèle est nul à chier, est pourri, et donc c'est vraiment dangereux, ça pourrait être très dangereux de tomber dans le piège de croire aux prédictions, de ne pas être prudent et d'utiliser ce modèle pour faire du trading. On peut vite tomber là-dedans et on aurait eu des très mauvais résultats. Bon, dans ce cas-là, ça va, hein, ça aurait été pas forcément une grosse perte, quoique avec les frais de transaction, on aurait sans doute perdu de l'argent. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas si simple
hein. On peut trouver une stratégie qui marche bien dans le passé. Si on a mal fait les choses, si on n'a pas utilisé les techniques pour pallier à l'overfitting, bah on peut se retrouver avec quelque chose qui marche super bien sur le passé, incroyable, on est super fort, et d'ailleurs beaucoup de personnes utilisent ces techniques-là pour vendre des indicateurs techniques ou autres qui paraissent super bien prédire les résultats passés, enfin pour faire du trading dans le passé, hein. Forcément, hein, ils ont été hyper paramétrés pour ça, ils ont été optimisés pour ça, mais sauf que si on les utilise dans le futur, ils seront très très mauvais. Donc on peut avoir une stratégie qui marche très bien dans le futur, dans le passé, sur le jeu d'entraînement sur lequel on a développé cette stratégie, hein, vous voyez là, c'est parfait, mais être vraiment pourri dans le futur. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, être très prudent, utiliser toutes les techniques à notre disposition pour pallier à ce problème, parce qu'il en existe, et normalement ça devrait mieux se passer. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, vous ne trouverez pas de stratégie. Vous allez faire tout le processus pour au final vous rendre compte qu'à la fin ça marche pas. Mais donc voilà, hein, c'est pas si simple, hein, forcément. La plupart des stratégies ne marchent pas, donc ça sera beaucoup plus compliqué d'en trouver une qui marche. On vous dit, trouver une stratégie, c'est pas compliqué, c'est la psychologie qui est important. Au contraire, le plus compliqué, c'est vraiment de trouver une stratégie qui marche. Donc voilà, j'espère que c'était informationnel. J'espère que ça vous aura aidé, hein. Le code, je le mets dans les téléchargements de mon site. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, commenter et vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine qui arrivera très bientôt. Comme je vous ai dit, je vais essayer de reprendre un rythme, maintenant que les choses avancent un peu plus sur les algos, un peu plus régulier. Voilà, bonne journée à vous, portez-vous bien.